Au cours des dernières années, les gens ont fait de la trilogie de Christopher Nolan une référence non seulement pour les films de Batman, mais pour le cinéma américain en général, d'une telle façon que le Batman de 1989 semble parfois avoir été complètement oublié par les fans. Pourtant, il s'agit d'un examen beaucoup plus approfondi de la relation entre Batman et le Joker que The Dark Knight. Et là où Batman Begins est une origin story qui explique factuellement les étapes qui ont conduit Bruce Wayne à créer son alter ego, le Batman de 1989 explore psychologiquement les méandres de cette création sous la forme d'un character study, c'est-à-dire un film dans lequel la personnalité du personnage principal est plus importante que l'intrigue. Bienvenue à Frank Movie Talks. Frank, c'est moi. Et aujourd'hui, je vais explorer le Batman de 1989. Dans sa vidéo Joker, an Unreliable Character Study, le YouTuber Alex de la chaîne Savage Books émet l'affirmation suivante. Todd Phillips and Scott Silver, as writers, weren't interested in the clown prince of crime that we all know. They wanted to study the Joker that we didn't know. On pourrait dire que c'est la même chose que les créateurs du Batman de 1989 ont voulu faire. À l'époque, les gens connaissent surtout Batman grâce à la série des années 60, ce qui fait que peu d'entre eux savent pourquoi Bruce Wayne utilise sa fortune pour combattre le crime déguisé en chauve-souris. Certes, il s'agit pour lui de son devoir de citoyen, mais pourquoi devrait-il le faire déguisé en chauve-souris? Pour William Dozier, producteur de la série des années 60, c'était impensable de traiter ce sujet d'une manière sérieuse, mais pour Tim Burton, Sam Hamm et Michael Keaton, si Bruce Wayne se déguise en chauve-souris, c'est parce qu'il n'a toujours pas réussi à surmonter le meurtre de ses parents, une idée qui peut paraître évidente aujourd'hui, mais qui était complètement innovatrice à l'époque. Si on voulait que le film attire un public plus mature, il était temps d'admettre que Batman n'est pas tout à fait sain d'esprit. Well, let's face it. You're not exactly normal, are you? It's not exactly a normal world, is it? C'est définitivement Tim Burton qui, mieux que tous les autres réalisateurs ayant adapté Batman au cinéma jusqu'ici, a su mettre le goth dans Gotham City. Les toutes premières lignes du scénario de Sam Hamm sont consacrées à sa description. Des angles aigus, des ombres rampantes, comme si l'enfer avait explosé et traversé le pavé. Évidemment, il n'en fallait pas plus à Tim Burton pour qu'il en profite et rende hommage à l'expressionnisme allemand, un courant artistique qui déforme la réalité en projetant sur elle une subjectivité. Autrement dit, dans les films de Tim Burton, on ne voit peut-être pas Gotham telle qu'elle est réellement, mais telle qu'elle apparaît aux yeux de ses citoyens les plus angoissés qui l'associent à l'enfer. L'expressionnisme allemand a surtout inspiré l'esthétique de deux genres cinématographiques, le film d'horreur et le film noir, deux genres qui décrivent assez bien certaines portions du Batman de 1989 qui rend hommage à différents films d'horreur comme House of Wax, The Invisible Man, The Phantom of the Opera, Frankenstein et plusieurs autres encore. Certains acteurs sont carrément empruntés au cinéma d'horreur comme Michael Gough, un habitué des films produits par la Hammer, et Jack Palance, qui avait prêté ses traits à Dracula 15 ans plus tôt. On pourrait même voir dans le repère de Grissom la version moderne d'un château gothique. À d'autres moments, c'est au film noir que le Batman de 1989 rend hommage. Certes, le film échoue à faire de Vicky Vale une femme fatale et en fait plutôt une demoiselle en détresse, mais les punks des années 80 côtoient des gangsters des années 30 et 40. D'ailleurs, à quelle époque se situe le film? Si l'on observe minutieusement les nouvelles internationales mentionnées dans les journaux, on se rend compte qu'elles traitent d'événements survenus en 1947. Mais les documents top secrets de la CIA que le Joker a volés pour développer son gaz hilarant portent sur les expérimentations d'un agent innervant qui furent réalisées en 1977. Est-ce que les citoyens de Gotham ont décidé de perpétuellement vivre dans les années 40? Cela expliquerait pourquoi, ayant voyagé, Batman possède une technologie supérieure au reste de la ville, et pourquoi Vicky Vale, qui n'est pas de Gotham, est une femme moderne. Quoi qu'il en soit, la ville est clairement inspirée par les films noirs classiques, et le personnage d'Eckhart est une référence directe à Quinlan de Touch of Evil. Why, Eckhart, you ought to think about the future. Come on, read my future for me. You haven't got any. Tout comme l'expressionnisme allemand est utilisé pour nous faire comprendre que Francis est fou dans le cabinet du docteur Caligari, il est également utilisé pour nous faire comprendre que Bruce Wayne est fou dans le Batman de 1989. Encore aujourd'hui, il s'agit du seul film dans lequel Batman n'affronte pas une combinaison de ses emblématiques adversaires, et donc le seul film à vraiment s'être concentré sur la relation entre le Chevalier Noir et le clown prince du crime. Ce dernier devenant par conséquent une fenêtre par laquelle on examine Bruce Wayne. Puisque le Joker était joué par Jack Nicholson, il fallait un acteur aussi fou pour jouer Batman. Un acteur comme Michael Keaton. It's great to be young and insane. Keaton aurait été capable de jouer le Joker, mais c'est en Bruce Wayne qu'il crève l'écran. Un Bruce Wayne confus et blessé, coincé dans son enfance inachevée, incapable de comprendre l'humour des adultes et incertain de sa propre identité. Could you tell me which of these guys is Bruce Wayne? Well, I'm not sure. La scène qui nous montre le mieux que Bruce Wayne est fou, à mon avis, la meilleure scène qu'on ait jamais vue dans un film de super-héros, c'est la confrontation, non pas entre le Joker et Batman, mais entre le Joker et Bruce Wayne.
Bruce Wayne, n'est-ce pas? Most of the time. Une occasion malheureusement ratée par Nolan dans The Dark Knight. Good evening, ladies and gentlemen. Oh, you gotta be kidding me. Dans cette scène, on voit que Bruce Wayne éprouve énormément de difficultés à contenir Batman. Come on, let's get nuts. Il voudrait être Batman même quand il est supposé être Bruce Wayne, ce qui le rend parfois confus vis-à-vis la réalité, et ce qui nous fait comprendre que Batman ce n'est pas seulement un costume, mais une deuxième personnalité monstrueuse qui doit être contrôlée et idéalement mise au service de la communauté. Il n'est pas seulement qu'un ninja imbattable comme Batman Begins nous en a donné l'impression, mais un mort-vivant qui revient sans cesse à la charge, un mélange entre Dracula et Michael Myers. Un loup-garou qui, à la fin du film, remet à la police la pleine lune qui va désormais leur permettre de l'invoquer. J'ai dit que le Joker servait de fenêtre pour examiner Bruce Wayne. On pourrait aussi dire qu'il sert de miroir, parce que les créateurs du Batman de 1989 se servent aussi de son personnage pour nous convaincre que Batman est aussi fou que lui, en nous présentant leurs nombreuses similitudes. Batman s'attaque aux criminels, le Joker aussi. Le Joker a un jeu de cartes dans sa poche, Bruce Wayne a un casino dans son manoir. D'ailleurs, dans les bandes dessinées, l'homme qui deviendra le Joker commet un vol à la Monarch Playing Cards Company avant de tomber dans une cuve de produits toxiques. Dans le film, le nom Monarch est donné au cinéma duquel les Wayne sortent avant que Bruce ne voie ses parents se faire tuer. Les similitudes entre Batman et le Joker sont nombreuses. On en vient à se demander où se trouve la différence entre eux. Selon moi, elle se trouve dans la ligne que le Joker a franchie et que Batman refuse de franchir. Non, je ne suis pas en train de parler du fait que le Joker tue et que Batman ne tue pas, puisqu'on peut clairement voir Batman tuer certains de ses adversaires. C'est un problème dans les adaptations de Batman qui n'est pas spécifique au film de Burton, mais qui s'explique à l'époque par la forte croissance depuis 1966, donc depuis le premier film de Batman, du nombre d'Américains en faveur de la peine de mort, et qui étaient par conséquent favorables à voir les super-héros commettre des meurtres. Sortis en 1989 et 1992, les Batman de Tim Burton ont été produits alors que cette croissance atteignait un record historique, et qui n'allait s'arrêter qu'en 1994, soit juste avant Batman Forever, dans lequel Batman est beaucoup moins meurtrier. Or, le problème refait surface dans la trilogie de Nolan alors que le scénario insiste sur le fait que Batman ne tue pas. I'm no executioner. Au moins, dans le film de 1989, jamais on n'entend Batman dire qu'il refuse de tuer, ce qui permet au film, à défaut d'être cohérent avec les bandes dessinées dont il s'inspire, d'être au moins cohérent avec lui-même. Mais donc, si la ligne qui sépare Batman du Joker ne se trouve pas là, où se trouve-t-elle? Je dirais qu'elle se trouve au moins à deux endroits, dans le rapport qu'ils entretiennent avec l'art et celui qu'ils entretiennent avec leur ombre, ce que Carl Jung décrit comme étant la partie de notre personnalité que nous réprimons ou choisissons d'ignorer. Si certaines personnes comme Bruce Wayne pensent qu'ils peuvent acheter l'art et laisser mourir les œuvres dans leur manoir, le Joker est un artiste. I make art until someone dies. Un artiste qui transforme les œuvres d'art pour leur donner une seconde vie, comme le film lui-même transforme Batman pour lui donner une seconde vie, mais qui se garde une gêne lorsque les œuvres sont déjà transformées, comme c'est le cas pour Figure with Me de Francis Bacon. Mais la plus grande différence entre Batman et le Joker se trouve dans le rapport qu'ils entretiennent avec leur ombre. Bruce lutte pour maîtriser la personnalité de Batman et pour maintenir sa persona de Bruce Wayne, tandis que Jack Napier, lui, a complètement abandonné sa persona pour libérer son ombre. Et comme Keaton a eu pour mission, après le Bright Knight des années 60, de rendre Batman plus sombre et plus sérieux, Nicholson a eu pour mission de rendre le Joker plus macabre et de montrer au public le maniaque meurtrier qu'il était devenu dans les bandes dessinées après la série des années 60. Mais si la seule différence entre Batman et le Joker, c'est le rapport qu'ils entretiennent avec l'art et leur persona, en quoi est-ce qu'on peut considérer que l'un est un héros et l'autre un méchant? Bienvenue dans l'univers de Tim Burton, où les héros sont des hypocrites. Tim Burton est perçu par ses fans comme étant un réalisateur marginal, mais à voir les millions de dollars qu'il a générés au cours de sa carrière, on est en droit de se demander si Burton peut vraiment être considéré comme un artiste marginal ou si la machine hollywoodienne ne se sert pas de lui justement pour rattraper le public qu'elle aurait échappé. En vérité, à côté de cinéastes comme David Lynch, John Waters ou Lloyd Kaufman, Tim Burton a plutôt l'air de défendre le statu quo, tout comme la majorité de ses protagonistes d'ailleurs. Des marginaux qui se retrouvent à défendre le statu quo contre des adversaires encore plus marginaux qu'eux. Adam et Barbara essaient de faire fuir la nouvelle famille qui s'est installée chez eux, mais leurs méthodes sont bien moins diaboliques que celles de Beetlejuice.
Jack transforme Noël en cauchemar, mais pas autant que Oogie Boogie qui essaie de tuer le Père Noël. Richie ne ressemble à aucun membre de sa famille, mais les Martiens ne ressemblent à aucun terrien. Ichabod Crane transgresse les normes imposées par le puritanisme, mais pas autant qu'une sorcière qui veut se venger du patriarcat. Vu sous cet angle, Batman est le film phare de la carrière de Tim Burton, puisque le personnage de Bruce Wayne est le plus hypocrite d'entre tous. Incapable de vivre en société, il s'attaque à tous ceux qui risquent de la déstabiliser. Et personne ne déstabilise plus la société que le Joker, puisqu'il révèle aux citoyens de Gotham leur propre ombre, la folie du système capitaliste et de la société de consommation, qui les pousse à acheter des produits non essentiels, même s'il les a avertis lui-même à la télévision qu'ils étaient mauvais pour eux, et à courir vers leur mort pour des bouts de papier dont la valeur n'est qu'imaginaire. Pour récapituler, le film utilise les décors, le jeu des acteurs, les dialogues et fait même plusieurs parallèles entre le héros et son antagoniste pour nous convaincre que Bruce Wayne est fou, incapable de surmonter le meurtre de ses parents et peinant à maîtriser la personnalité de Batman. Et c'est parce que cette exploration du personnage est plus importante que l'intrigue que je considère le Batman de 1989 plus comme un character study qu'une origin story. Ironiquement, la même année qu'il a écrit le Batman de 1989, Sam Hamm a aussi écrit la bande dessinée Blind Justice, qui a introduit le personnage d'Henry Ducard, éventuellement interprété par Liam Neeson, dans Batman Begins. Contrairement au film de 1989, Batman Begins est une origin story, et le film met 1 heure à nous expliquer comment Bruce Wayne est devenu Batman. Or, le film de 1989 parvient à nous raconter la même chose rien qu'avec un décor. Lorsque Vicky Vale et Alexander Knox se perdent dans l'armurerie de Bruce Wayne, on y voit non seulement toutes sortes d'armes, mais aussi des costumes expressément conçus par différentes cultures à travers le monde pour semer la peur. Et on comprend immédiatement que Bruce Wayne a fait le tour du monde pour s'entraîner et développer une armure qui sèmerait la terreur dans le cœur des criminels. Oh, where'd this come from? I have no idea. It's Japanese. How do you know? You've traveled the world to understand the criminal mind. If you make yourself more than just a man. You must become more than just a man. As a man, I'm flesh and blood. I can be ignored, I can be destroyed, but as a symbol. Why bats lost away? Bats frighten me. This time my enemies shared my dread. Because I bought it in Japan. Cette scène nous montre le comment. Encore faut-il qu'on connaisse le pourquoi. Et quand finalement on découvre le traumatisme qui est à l'origine de Batman, la scène reste ambiguë. Est-ce que Bruce se souvient honnêtement de l'homme qui a tué ses parents? Ou est-ce qu'il n'est pas plutôt en train de se convaincre lui-même qu'il s'agit de Jack Napier pour justifier sa croisade contre le Joker et s'assurer qu'il y a bel et bien une différence entre eux, qu'il est le héros et que le Joker est le méchant? À supposer que ce soit le cas, à supposer que suite au meurtre de ses parents qu'il n'a pas pu empêcher, Batman rôde sans cesse là où le crime a eu lieu et confronte tous les criminels qui ressemblent de près ou de loin au meurtrier de son enfance, jusqu'à finir par se convaincre lui-même qu'il s'agit de Jack Napier. À supposer que tout ça a été réfléchi par le scénariste, le réalisateur et le compositeur, ceux-ci auraient laissé des indices pour nous permettre de le deviner, peut-être une chasse au trésor intertextuelle, c'est-à-dire une série de références établissant un rapport entre le Batman de 1989 et une autre œuvre, dans ce cas-ci, un autre film. La similitude ne s'arrêterait pas à quelques plans comme ceux qui rendent hommage à Citizen Kane ou North by Northwest, mais s'étendrait sur plusieurs scènes et peut-être même une partie de l'intrigue. Suite à une mort qu'il n'a pas pu empêcher, un enquêteur rôde sans cesse dans les lieux rattachés au crime et confond toutes les femmes qu'il voit pour la victime jusqu'à ce qu'il finisse par imposer l'identité de celle-ci sur une personne en particulier. Les références au Vertigo d'Alfred Hitchcock sont assez nombreuses pour qu'on en vienne à se demander si Bruce Wayne superpose effectivement l'identité du meurtrier de ses parents sur Jack Napier comme Scotty superpose l'identité de Madeleine sur Judy. Bien sûr, peut-être que, tout comme Scotty a sans le savoir effectivement retrouvé Madeleine, Bruce Wayne retrouve effectivement le meurtrier de ses parents. Mais puisque dans les bandes dessinées ce n'est pas Joker qui a tué les parents de Bruce, je crois plutôt qu'il a aperçu une vieille photo de Jack Napier qui a corrompu son souvenir de la nuit où ses parents furent assassinés. D'ailleurs, quand Batman l'accuse, Joker ne comprend absolument pas de quoi il parle. You killed my parents. What? Oh. What are you talking about? Mais pourquoi le nier? Vu la quantité de gens qu'il a tués, il doit se dire que c'est probablement vrai. I was a kid when I killed your parents. I mean, I say I made you. You gotta say you made me. And how childish can you get? Huh? Mais au fond, ce n'est pas ça qui est important. Qu'il ait raison ou non, Batman est convaincu d'avoir attrapé le meurtrier de ses parents et de la même manière que Scotty pousse son délire jusqu'au bout pour surmonter son vertige, Batman pousse son délire jusqu'au bout pour surmonter son deuil. Est-ce qu'il réussit? À vous de choisir. Selon moi, si Bruce continue d'être Batman dans le prochain film, c'est qu'il n'a toujours pas surmonté le meurtre de ses parents. Mais voyons le bon côté des choses. Maintenant qu'il a défendu la société qui le marginalisait contre un être encore plus marginal que lui, la police le considère comme un allié et donc, son incapacité à surmonter le meurtre de ses parents peut maintenant servir à protéger la communauté. Le Batman de 1989 est la preuve que parfois les contraintes nous obligent à nous dépasser et à produire de meilleures œuvres. En voulant se démarquer de la série des années 60, les scénaristes ont dû nous montrer Batman comme aucun cinéphile ne l'avait vu auparavant.
Ce qui veut dire qu'ils ne pouvaient pas se contenter d'écrire une simple origin story, comme ça allait devenir la norme pour les films de super-héros et les films hollywoodiens en général. Ils devaient faire mieux. Ils devaient faire de leur film un character study, ce qu'on n'allait pas revoir dans les films de Batman avant longtemps. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et ne vous inquiétez pas, j'aurai l'occasion d'explorer la trilogie de Nolan dans un épisode futur. Assurez-vous d'être au rendez-vous en vous abonnant à la chaîne et comme le disait mon chirurgien, si vous devez nous quitter, faites-le avec un pouce en l'air.